Il y a des médicaments qui soignent et puis il y a ceux qui redéfinissent les normes. Le Viagra n'a pas seulement traité un trouble, il a transformé une fragilité humaine en indicateur de performance. À partir de là, une question simple et dérangeante, est-ce que la médecine a répondu à un besoin ou le marché qui l'a amplifié? Car derrière la pilule bleue, il y a une industrie mondiale, des milliards d'euros et une promesse silencieuse, tu peux donc tu dois. Aujourd'hui, des hommes jeunes consomment sans pathologie, la performance devient implicite, le vieillissement devient suspect et dans le même temps, l'accès est inégal, le remboursement absent et le signal médical parfois oublié. Alors, que soigne-t-on vraiment, un symptôme ou une norme sociale? Ce soir, nous allons parler de médecine, mais surtout de pouvoir. Bonsoir, nous avons vu la science, nous avons vu la clinique dans une autre émission, mais ce soir, nous allons parler de pouvoir. Avec nous ce soir, le docteur Ronald Virag, chirurgien vasculaire, pionnier mondial des troubles de l'érection. À ses côtés, le docteur Marie Audouin, qui porte aujourd'hui la pratique clinique et les évolutions contemporaines. Et bien sûr, le professeur Jean-François Bergmann, pour nous aider à poser une question simple mais décisive. La médecine soigne-t-elle ou définit-elle désormais une norme? Quand un trouble devient une maladie, c'est toute la société qui change. À partir de quand un trouble intime est devenu une pathologie? Je crois qu'il l'a toujours été. Le trouble de l'érection, depuis les débuts de l'histoire de la médecine, au temple d'Esculape, on allait... Parlez déjà de ça. Ah ben bien sûr, ouais. Bien sûr. Ça, quand vous dites qu'il est un pionnier des troubles de l'érection, c'est pas gentil. Il est un pionnier des traitements. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Heureusement que Jean-François Bergmann est là pour modérer mes enthousiasmes. La sexualité, c'est un droit de santé? On parle toujours du droit des patients. C'est un problème de santé publique. Ça, j'en suis certain. Par les dégâts physiques créés aux patients qui les subissent, par les dégâts familiaux à l'intérieur de la famille. Ça veut dire que c'est un droit du malade, c'est-à-dire que les médecins qui ne parlent pas de la sexualité à leurs patients font une faute? Oui, d'une erreur en tout cas, et ils se privent d'une grande partie d'une pathologie cachée éventuelle. Mais mes études sont anciennes, et je ne sais pas si on en parlait beaucoup. Non, on n'en parlait pas beaucoup, on n'en parle toujours pas beaucoup, parce qu'on a toujours l'impression que dans les études de médecine, on parlait des grosses maladies bien standardisées, et là, derrière ça, il y a la notion de performance, de résultat, et on considérait que c'était la vie. Mais c'est un peu comme, je fais une relation qui est assez loin, mais les médicaments de l'obésité, il y a encore des gens qui disent: ah bah, si vous étiez gros, vous aviez qu'à moins manger. Oui. C'est tant pis pour vous, comme si on pouvait dire, bah, la syphilis, vous l'avez attrapée en fautant, tant pis pour vous. Il y a la notion de faute, de honte, alors que maintenant, on a une vision de la santé comme un ensemble conduisant au bien-être, et donc forcément, les troubles de l'érection doivent faire partie des options à évoquer avec le malade. Si on n'a pas trop de scrupules et de gêne, et si on a le temps, on retombe sur le problème du temps de la consultation. Je pense que souvent des patients ne vont pas mettre ça en avant quand ils vont aller voir leur médecin généraliste. Ils vont peut-être venir pour autre chose, et si on leur pose pas la question, ils vont garder ce fardeau avec eux pendant des années. En général, c'est en fin de consultation qu'ils disent: ah, mais vous faites, docteur, vous pouvez pas me donner une petite ordonnance là de Viagra? Et là, on avait essayé d'expliquer aux généralistes: vous les reprenez pour une nouvelle consultation, vous vous servez de notre questionnaire, et comme ça, vous allez pouvoir, en un quart d'heure de temps, border la question de la dysfonction érectile. Mais pour rebondir sur votre question, les diabétologues ne posent pas la question. C'est quand même extraordinaire, alors que 50% des diabétiques ont des troubles de l'érection après 10 ans d'évolution de leur diabète. Même chose pour les autres troubles cardiovasculaires, on ne pose pas la question. Voilà, c'est tout. Dites-moi, une femme, c'est pas plus difficile d'aborder ça avec un homme? Je dirais que moi, je ne trouve pas ça plus difficile à aborder. Peut-être qu'on a... Mais peut-être pour l'homme, c'est plus difficile de vous en parler. Alors, je pense qu'il y a deux types de patients. Il y a les patients qui ne vont pas vouloir aller consulter une femme, donc en fait, ils ne viendront jamais me voir, ou des patients qui seront plus à l'aise avec une femme.
Vous avez beaucoup de jeunes dans vos consultations, ça devient de plus en plus jeune? J'en ai de plus en plus jeunes, mais c'est surtout que ils viennent parce qu'ils en ont marre qu'on leur dise que c'est dans leur tête. Parce que le problème des patients de moins de 30-40 ans, c'est que la plupart des médecins qu'ils ont vus leur ont dit c'est psychologique, vous êtes trop jeune pour avoir des troubles de l'érection. Dans la précédente émission que vous avez publicitée d'ailleurs, moi j'avais été extrêmement surpris d'apprendre que quelqu'un qui avait un trouble de l'érection devait d'abord se voir proposer par son médecin une injection que vous avez inventée de papavérine dans le pénis. Donc ça, vous confirmez. Le Viagra, il arrive en deuxième intention. Non, ils sont en parallèle. Si vous voulez faire un diagnostic précis vasculaire ou neurovasculaire, il faut faire marcher la machine. Or, on n'a pas d'autre moyen. Au début, on essayait de faire des stimulations sexuelles visuelles. En fait, on montrait des films faits pour, mais qui étaient pornographiques. Mais c'était tellement variable qu'on ne pouvait pas. Quand l'injection est arrivée, on avait un problème simple. Ou tu as une érection complète avec X millilitres du produit que tu injectes, et tu n'as pas de trouble organique, ou bien on va pouvoir décalquer trouble d'arrivée artérielle, trouble de sortie veineuse, ou bien les deux, ou bien rien du tout, mais ça c'est sans doute d'ordre neurologique. On a déjà une vue quasi complète avec une demi-heure d'examen. Question qui n'a rien à voir avec cette émission, mais qu'on m'a posée plein de fois quand on parlait de PMA. Tous ceux qui racontent leurs expériences de masturbation avec des revues pornographiques dans un sous-sol, est-ce qu'on ne pourrait pas les aider avec une injection? Bien sûr, mais c'est déjà fait par certains. Ah bon, certains le font, oui. parce que là... Il y a des labos de fertilité qui utilisent ce système. Alors, est-ce que l'industrie a répondu à un besoin ou a créé un marché? Ni l'un ni l'autre. Elle a eu de la chance. L'industrie, elle rebondit intelligemment et malignement parfois, mais c'est vrai qu'il y avait un marché, mais c'est vrai qu'il y a eu un produit, donc pourquoi ne pas adapter l'un à l'autre, avec une discussion dont je me souviens avoir été témoin dans le début des années 2000, qui était la demande de remboursement de ces médicaments-là, pour ce qui était d'ailleurs discutable, les impuissances, les troubles de l'érection organiques. C'est-à-dire qu'on disait le paraplégique, le diabétique, celui qui a des pathologies pelviennes, il pourrait être remboursé. Il serait remboursé, et puis les autres ne le seraient pas. En fait, d'ailleurs, la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé avait dit oui, d'accord, on peut rembourser. Pour les injections. Pour les injections et aussi pour les médicaments, sauf que les laboratoires, remboursement égale en général prix fixé, et il vaut bien mieux avoir un prix libre que les malades étaient prêts à payer qu'un prix fixé qui aurait été beaucoup plus bas. Ah donc c'est les laboratoires qui n'ont pas voulu que ce soit remboursé alors? Ils ont demandé le remboursement, ils ont obtenu le remboursement pour les pathologies organiques, et ils l'ont pas appliqué. Mais la négociation de prix n'a jamais abouti parce que ça aurait été en fait un peu tuer la poule aux œufs d'or. Je vous corrige, il n'a jamais abouti pour les pilules, mais on l'a fait aboutir pour les injections. Les injections sont remboursées. Oui. Ça coûte pour des pathologies. Ah, pas pour quelqu'un pour des qui veut pathologies, avoir pas n'importe qui. Pour les pathologies signalées par le professeur une injection Bergman. Vous avez le prix? Je serais bien incapable de répondre, étant donné que la plupart du temps, c'est pris en charge par la sécurité sociale, ni les patients, ni... C'est 50 euros pour deux. D'accord. La boîte de 2 injections, 50 euros. Parce qu'il faut faire 2 injections, faut pas en faire non. Ils ont fait... Le conditionnement est en fait fait... Donc la performance sexuelle, c'est devenu un luxe avec le Viagra. Moi, je ne parle pas de performance. Je n'aime pas le mot. Quand on avait mis au point l'injection intracaverneuse, on m'avait demandé de donner une limite d'utilisation. Alors, je ne savais pas quoi faire, donc j'ai pris le rapport Simon de l'époque, qui était le premier rapport sur la sexualité en France. Il y avait marqué qu'en moyenne, les couples avaient 2 rapports par semaine.
Donc j'ai dit, pas plus de 2 rapports par semaine. En fait, les gens font ce qu'ils veulent, c'est tout. Il n'y a pas de contre-indication avec les injections ou avec les médicaments à les utiliser quotidiennement. L'usage intensif. Ça pouvait être considéré comme un luxe quand c'était cher. Ah, ça a été cher. Ouais. Maintenant, il y a des génériques qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup moins chers, et je pense que c'est plus trop un luxe. Encore faut-il se convaincre qu'on en a besoin, faire l'étape diagnostique. Et ce qui me fait penser d'ailleurs à une autre problématique, on a parlé récemment de l'utilisation de la testostérone chez les femmes pour améliorer leur satisfaction sexuelle. Il y a un Viagra pour les femmes ? Non. Et la testostérone... Pfizer a dépensé énormément d'argent pour essayer de faire un équivalent et ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des études faites aux États-Unis, pas chez nous, mais aux États-Unis, des études extrêmement poussées, mais qui n'ont pas amené de résultats flamboyants. C'est extrêmement compliqué parce que d'abord la mesure de la vascularisation du clitoris, pour l'avoir expérimenté, je peux vous dire que c'est compliqué, c'est pas facile. Ça demande aussi une stimulation, ce qui rend extrêmement difficile à notre époque le rapport médecin-patient, est très très compliqué, et ça n'a pas marché. Par contre, la mini-dose de testostérone pour stimuler le désir féminin, qui est ça date même d'avant-guerre, je crois que les premières, ou juste après-guerre, premières expérimentations, c'est un gynécologue français dont j'ai oublié le nom, qui avait fait ça, et ça marche bien, mini-dose. Un psychiatre que je fréquentais ce week-end et à qui je parlais de l'émission que nous allions faire ensemble m'a dit, tu leur poseras la question de savoir quelle est la différence entre l'envie de sexualité de la femme et de l'homme, qui est totalement différente. Lui, son idée, c'est de dire qu'à partir de 50 ans, la femme a un désir sexuel qui descend beaucoup, à différence de l'homme, qui, lui, ne descend pas. Est-ce que c'est un délire de psychiatre ou pas, ça ? Oui, c'est un délire de psychiatre. Marie ? Je pense que tout est variable et il n'y a pas d'âge limite, donc que ce soit pour les hommes ou les femmes. La femme a autant d'envie de... La ménopause, c'est l'arrêt de la fertilité de la femme. Point barre. Point barre. Ouais. Et c'est tout. Et il ne faut pas l'oublier. J'entends bien dans tout ça, et quelque part ça me fait plaisir, c'est qu'on fait de la médecine. Oui. Des malades, des diagnostics, des explorations complémentaires ou pas, des traitements, une réévaluation. C'est une démarche médicale très satisfaisante. Vous aviez peur que quoi, alors ? Non, mais ce dont on entend aussi, c'est le mésusage, l'abus, la performance, l'acteur porno, le chemsex et compagnie. Et on a l'impression que dans votre activité au quotidien, c'est pas ça. C'est pas pour ça que les malades viennent. D'ailleurs, on a eu une critique sur la première émission en disant qu'on n'avait pas assez insisté sur l'examen. Oui. L'examen médical, et vous me disiez, après l'émission, que la plupart des hommes n'ont jamais fait examiner leur pénis, et que le médecin leur a rien demandé. Donc c'est aussi un droit des malades de se faire examiner à ce niveau-là, sans aller voir une urologue. Parfois, ils sont étonnés. Hein. Vous allez me déshabiller, docteur, mais personne ne me l'a jamais demandé. C'est la première fois qu'on m'examine. Alors, bon, c'est très bien. Là, Jean-François faisait une vision un peu idyllique du produit, en disant que, bon, c'était de la médecine et tout ça. Moi, j'ai quand même entendu parler des abus. Le chemsex, c'est quand même quelque chose qui arrive et qui se fait... Rien à voir avec la médecine. Oui, rien à voir avec la médecine, mais c'est avec l'utilisation... On n'utilise pas les médicaments qu'on utilise pour traiter les dysfonctions érectiles ne sont pas utilisés par les gens du... Non, mais les gens qui ont envie d'avoir plein de rapports, qui sont obsédés par ça, pourraient se faire des injections... ils pourraient. Eh bien... J'ai fait une étude que j'ai présentée à l'Académie de chirurgie il y a plusieurs années maintenant, sur plus de... on avait revu 2250 patients sous injection. Il n'y a jamais eu une plainte pour abus sexuels. Jamais. Et on en avait 500 qu'on avait suivis pendant une moyenne de 12 ans. Jamais d'abus. Jamais. Jamais d'affaires pédicaux. Voilà. Dites-moi, qui utilisait d'ailleurs largement le Viagra.
On n'a parlé que du Viagra. Jean-François aimerait bien qu'on parle des autres parce que on a l'impression que c'est une émission qui est Viagra. Or, Viagra n'a rien à voir avec cette émission. C'est quoi les grandes molécules Viagra? Tout ce qu'on appelle les inhibiteurs de la 5-phosphodiesterase, tout ce qui est Viagra, Cialis, moi je les donne tous. Bon, ça c'est 2. Viagra, il n'y en a pas d'autres? En fait, il y a le Spedra, le Levitra, ça en fait 4. Il y a 4 molécules différentes. Il y a 4 molécules. Et vous jouez comment avec ces 4 molécules-là? On peut jouer avec, oui. Non, mais alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a découvert que le Cialis, qui est sûrement le produit qui a été le mieux étudié, puisqu'il a été fabriqué pour ça, c'était 2e génération, eh bien, celui-là, il a une très bonne action prolongée. Donc, les médecins de terrain, s'occupant de dysfonction érectile, ont découvert que si on en donnait à petite dose continue, on montait le niveau de favoriser l'érection, et les gens pouvaient avoir comme ça un traitement très peu contraignant à prendre quotidiennement et qui leur permettait d'avoir des érections quand il y a des petits troubles érectiles. Et on associe à ça un autre médicament comme le sildenafil, qui est le Viagra, mais on ne l'appelle plus Viagra parce qu'il est génériqué. Oui. Le sildenafil, il y a une formule d'ailleurs qui est intéressante parce qu'elle est absorbable par la salive et elle est active très rapidement. Donc les patients, on les met en traitement d'épreuve en attendant le résultat de leurs examens de bilan, on les remet à ce traitement. Tadalafil tous les jours, plus au cas où ils en ont besoin, c'est-à-dire à la demande, un comprimé de ce Viagra soluble. Et ça, c'est un bon... En fait, chacune de ces molécules a ses petites spécificités pharmacocinétiques, en temps, en pic, durée d'action. Voilà. Donc, selon l'attente qu'on veut avoir, on peut jouer sur une molécule plutôt qu'une autre en fonction des attentes. Et en plus, il y en a une qui a une indication dans l'adénome prostatique pour c'est le tadalafil, à petite dose. Ils ont fait des études. Alors, en plus, il y a celui que tu appelles, qui est le vardenafil, qui était sûrement le meilleur, et qui a eu une très mauvaise mise sur le marché, et qui est l'équivalent du sildenafil. Les généralistes connaissent bien tous ces produits? Non. Ils savent que ça existe, mais ils les connaissent mal. Parce que on fait des cours, hein, il faut pas. Je vous ai demandé un jour, de façon très inélégante, vous comptez travailler longtemps encore, et vous m'avez dit, mon pauvre Jean-François, je ne sais pas où donner de la tête tellement j'ai de clients. C'est vrai que ça désemplit pas, quoi. Oui, non, mais c'est pas le problème. Aujourd'hui, notre souci, à notre âge, pas celui de... D'ailleurs, je suis très content d'avoir Marie à côté de moi, c'est que c'est ceux qui vont nous succéder. C'est qu'on essaye de former des gens. Donc, on a un diplôme, un DU, à la Pitié-Salpêtrière, qui forme une douzaine de spécialistes, et beaucoup de médecins vasculaires, d'urologues, de chirurgiens, c'est à leur choix, et on espère ainsi en avoir quelques-uns qui vont transmettre ou essaimer à travers l'Europe, voire le monde, pour transmettre cette bonne parole. Parce que le schéma, je suis certain que le schéma qu'on a mis en place est le bon. Voilà. C'est celui qui est efficace et il faut le copier. Voilà. Il faut le transmettre. Qu'est-ce que vous diriez à un homme qui vient vous voir et qui vous dirait en résumé, je peux plus avoir d'érection satisfaisante, je suis plus un homme? Allongez-vous, François. Non, mais je pense que c'est... Qui doit répondre, Marie ou moi? Les deux. Les deux. Alors, d'abord, Marie. Alors, moi, je dirais que déjà, il reste un homme jusqu'à la preuve du contraire, et que on va faire tout un bilan, et je vais lui montrer qu'il va redevenir l'homme qu'il était.
Voilà. Il va revenir l'homme qu'il était? Ben oui, c'est le but. Moi, c'est ce que je leur dis. Je ne peux pas vous garantir que je vous ferai récupérer vos érections quand vous aviez 20 ans, mais on a plein de possibilités thérapeutiques. Maintenant, il faut choisir la bonne. Ça veut dire que vous considérez que vous êtes une spécialité à succès? Oui. Ah oui. Il y a une solution pour tout. Pour tout. Très peu d'échecs. Il y a peu d'échecs d'une part, mais il y a une solution pour tout qui est graduelle, qui part du médicament et qui va arriver à l'implant pénien. Mais l'implant pénien, c'est pas moi qui devrais le dire, parce que c'est l'urologue qui la pose, c'est elle qui les pose dans notre centre. C'est une technique formidable. C'est très simple. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de médicaments à prendre, peut-être un peu contrôler la testostérone, et ça marche très bien. Ça marche très bien, avec un espoir de succès. Moi, j'ai une prothèse du genou, elle va avoir 15 ans d'âge. Bon, là, une prothèse pénienne peut durer 15 ans. Donc, un homme de 60 ans qui vient, ou 65 ans, à qui on ne peut rien faire d'autre, et à qui on va proposer l'implant, lui, il va croire que c'est une intervention désespérée. Non, c'est l'intervention de l'espoir. Parce que même chose pour les injections, même chose pour le reste. On a parlé injections, on a parlé médicaments, mais on a très peu parlé d'implants. Oui. Et ça reste une solution... c'est une très bonne solution, avec des bons taux de réussite. Hein, selon les études, il y a... Et de satisfaction. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Selon les études, c'est 85 à 95% de satisfaction des patients. Ah oui. Donc c'est quand même beaucoup. Il y a peu de médicaments qui peuvent se targuer d'autant de satisfaction. Mais au repos, ça donne quoi, l'implant? Alors, on a, sur les implants qu'on appelle gonflables, c'est-à-dire ceux où on va pomper une petite pompe qui est située entre les deux testicules et qui permet que, justement, il y a un état flaccide de l'implant et un état en érection. Mmh. Donc c'est effectivement plus discret sous le pantalon pour le patient. Et après, on a des implants semi-rigides qui sont plus faciles à manipuler par le patient, mais... Parce que vous enlevez un petit peu de magie quand même, là, quand vous dites sur une piqûre entre les testicules pour gonfler un implant. Non, c'est pas une piqûre. Ouais. C'est une petite pompe. C'est comme si vous aviez un troisième testicule. Bon, il y a des questions qui doivent arriver. Jean-François, on va bientôt conclure. Est-ce que vous aviez d'autres choses que vous aimeriez savoir? Mais je crois que ce qui est intéressant dans toutes ces discussions, c'est qu'on dit on va faire une émission sur le Viagra. Non, c'est pas ça. Non. On fait une émission sur une maladie, une prise en charge, des options thérapeutiques, et surtout, moi j'ai bien retenu la notion de il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de succès. On a fait une émission il n'y a pas très longtemps avec une infectiologue, et on avait dit à la fin, en maladie infectieuse, il y a beaucoup de succès. Alors, il y a des malades qui meurent de choc septique, mais on s'en sort bien de sa infection. Et bien là, on a l'impression, on n'est pas dans le cancer du pancréas, on s'en sort bien. On a oublié une chose, c'est l'aspect préventif de la dysfonction érectile chez les gens qui sont très fréquents. C'est plus de 60% de nos patients qui ont déjà des risques cardiovasculaires, diabète, tabac, troubles du métabolisme lipidique, etc. Et à qui on fait un examen Doppler des artères pudendales, des artères péniennes, je veux dire, et à qui on demande un coroscanner. Eh bien, dans 80% des cas, ils ont déjà une atteinte coronarienne. Vous voulez dire que ces malades dont vous nous parliez tout à l'heure, de moins de 40 ans, donc des jeunes, où on a l'impression que c'est plutôt psychologique ou un blocage, c'est souvent des malades vasculaires ou métaboliques? Oui, alors c'est des malades vasculaires d'une autre façon, quand ils sont beaucoup plus jeunes, avec une dysfonction érectile primaire. Là, je parle de malades qui ont plus de 50 ans. Ceux qui ont moins de 50 ans, 45, 50 ans, ils peuvent avoir une maladie vasculaire, mais elle est d'origine veineuse. Ce sont des malformations veineuses, à qui on va faire des examens radiologiques aussi. On va trouver des atteintes qu'on va pouvoir opérer ou traiter par radiologie interventionnelle. Mais ce qui est fondamental aujourd'hui, enfin ça c'est très important bien sûr, puisqu'on les traitait, on leur disait c'est dans la tête, mais c'est les plus de 45 ans. Et alors là, ils arrivent très bien, ils sont très bien, je peux pas bander. Bon,
vous avez une atteinte artérielle parce que vous êtes fumeur depuis 10 ans, ou vous fumez du cannabis, très important le cannabis, ça abîme les artères sexuelles, eh bien on leur trouve une atteinte coronaire. 40% de ces 80%, je signalais, ont des atteintes coronaires sévères qui demandent un acte ou un traitement. Donc sédentarité, obésité, intolérance au glucose, c'est fait aussi le lit de ces troubles. Oui, tout ça. Et fin de l'émission, donc je vais vous demander de conclure, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je dépasse, c'est pas mon habitude, mais je vais vous demander une petite conclusion à chacun de vous trois, et on va commencer par Marie. Marie. Alors, c'est pas quoi conclure. Non, voilà. En fait, c'est un vaste sujet, donc c'est difficile de conclure, mais en tout cas, je pense que les troubles de l'érection, on a beaucoup de solutions, mais ça nécessite d'avoir fait un bilan complet, voilà. Et notamment clinique. Émission médicale, donc vous, qu'est-ce Tout à fait. Moi, je suis très content, j'ai appris plein de choses. Bon, moi aussi. Alors, je vais vous dire, je suis particulièrement content de vous avoir... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours des légendes de la médecine autour de notre table, et puis en plus, qui sont toujours aussi vaillants dans leurs propos. Alors, moi, je pense qu'il faudra qu'on fasse quelque chose pour la formation des médecins. Votre conclusion, mais pour moi, ma conclusion, c'est que je vais essayer de faire une formation pour les médecins qui soit efficace. Je crois que ce qui est fondamental, c'est non seulement de former les médecins, c'est de former, de dire aux patients, j'ai déjà publié 8 ou 9 livres grand public, et je m'aperçois qu'il faut répéter le message sans arrêt. Et ça, c'est très important. C'est très important. Le message, c'est parlez-en. C'est les patients. Parlez-en à votre médecin. Votre médecin va être embêté, il va être obligé de vous adresser à un spécialiste et de s'occuper du problème. Eh bien, écoutez, merci à vous trois. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui nous regardent, vous le savez, que donc ils vont annoncer la bonne nouvelle ce soir dans leur couple, en disant que tout ça a une solution qu'on a compris, qui n'est pas si compliquée que ça. On se retrouve très bientôt dans La Santé en question. Bonne soirée.